pas mal de choses. Donc je suis effectivement membre d'AVSF et à ce titre-là, on a participé à la création de Max Havelaar France, qui était justement un moyen de donner à des paysans des possibilités de pouvoir avoir des prix corrects et donc de développer leur propre système. Et puis je dois avouer, j'ai effectivement une petite dette intellectuelle vis-à-vis de René Villaz, que j'étais allé voir avant d'aller effectivement en Amérique latine. Donc je suis allé voir faire mes dévotions, mais plus que ça, j'ai appris énormément de choses avec René Villaz, que j'ai retrouvé ensuite à VSF. À l'époque, il était à l'IRAM. Donc voilà ce qui fonde un peu peut-être mon intervention ici dans cette enceinte. Bon, sur l'ouvrage, on en a parlé. Bon, il s'agit effectivement ce que j'appelle un itinéraire d'un agronome complet, effectivement, dans la mesure où il y a une expérience très plurielle, à la fois en recherche, en développement, sur le terrain, et en même temps une prise en compte des institutions et des jeux de pouvoir. Je pense que ça, je vais revenir un petit peu sur cette question-là, qui n'est pas tellement abordée par ailleurs dans la question de l'agroécologie. Et puis, bien sûr, un engagement personnel, il en fait état, notamment dans la deuxième partie de son ouvrage. Effectivement, quand même un agronome qui a été biberonné à la Révolution verte, comme nous tous, et qui a fait son chemin de Damas vers la question de l'agroécologie. Je dis toujours maintenant, quand on parle de chemin de Damas aux plus jeunes, ils se demandent toujours de quoi on parle. Et puis enfin, une agroécologie quand même, effectivement, qui associe à la fois agriculture et élevage, liés à un territoire, productive, puisque là, il nous l'a très bien montré, et pourvoyeuse d'emplois. Je crois que ça aussi, c'est un point important qu'il faut aussi prendre en compte. Ce que je voudrais dire là aussi, c'est que l'agroécologie, classiquement, tout au moins dans nos chaires d'économie rurale, on enseigne qu'il s'agit d'abord d'une discipline scientifique, il s'agit en même temps de pratiques, d'un ensemble de pratiques agricoles, et il s'agit surtout d'un mouvement social aussi. Et c'est les trois éléments, à mon avis, qui permettent de comprendre ce qu'est l'agroécologie. Pas simplement ni la recherche, ni les pratiques de développement ou les pratiques agricoles, mais aussi le mouvement social. Et je pense qu'on a beaucoup parlé effectivement des deux premiers points dans la présentation, dans la première partie du bouquin, corrigé dans la deuxième partie largement, et notamment corrigé aussi dans l'intervention que René vient de nous faire sur la prise en compte de la question du mouvement social, ou tout au moins des questions finalement attenantes au fonctionnement des sociétés agraires. Je dois avouer aussi que la question de ce mouvement social, ou au moins des questions de ce type, a été abordée dans d'autres ouvrages. J'ai ressorti un ouvrage de 2003 ici, qui était coordonné par René Villaz, notamment sur la décentralisation en Afrique de l'Ouest entre politique et développement. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on pose ces questions. On pourrait se poser la question, depuis 2003, qu'est-ce qui s'est passé dans les processus de décentralisation et de quelle manière aujourd'hui les institutions se décentralisent d'une part, et dans quelle mesure aussi les organisations paysannes commencent à se structurer de l'autre côté. Alors, je pense que là, je ne vais pas traîner trop sur cette partie-là, tout le monde le sait très bien, effectivement. Qu'est-ce que je dis en reprenant un travail de nos collègues belges sur l'idée que effectivement, on part d'une sphère technico-économique, on va le parler comme ça, qui donc est classiquement la révolution verte. Comment augmenter la productivité pour répondre à une demande croissante du marché planétaire de plus en plus. On voit bien, vous imaginez bien, moi qui travaille beaucoup sur la question française, regardez un petit peu la difficulté que l'on a de faire entrer l'agroécologie dans notre situation française, et vers une situation, une sphère dite socio-technique dans laquelle on va plutôt envisager la question de point de vue finalement des systèmes alimentaires face à une diversité, une multiplicité des enjeux et des objectifs alimentaires, environnementaux et sociaux. Donc c'est de cela qu'on met derrière le terme agroécologie, qui va bien au-delà de l'aspect technique, sans effectivement méconnaître ni considérer que l'aspect technique ne soit pas important. Alors, à partir de là, la question que l'on peut se poser, effectivement, c'est comment pouvoir changer d'échelle à partir des travaux peut-être justement des ONG, puisqu'on a beaucoup parlé des ONG ici,
je pense que si on parle d'agroécologie, je pense qu'il faut que l'on s'intéresse à plus de choses que ça. C'est-à-dire que on parle, tout à l'heure, on a évoqué les questions des organisations paysannes et j'ai trouvé intéressant que l'on parle de la question du foncier. La question du foncier, c'est une question, je vais peut-être refaire ressortir nos vieux termes marxistes, mais après tout, les rapports fonciers, ce sont les rapports sociaux qui déterminent l'accès au foncier. On a beau dire que l'État est propriétaire de la terre, comme vous venez de le dire, localement, les gens, ils savent les droits qu'ils ont, à quel endroit ils peuvent travailler ou à quel endroit ils ne peuvent pas travailler. Ils peuvent être déguerpis, comme vous dites, mais il y a quand même des enjeux, là aussi, d'accès au foncier. On a bien vu que, suivant l'emplacement de la parcelle auquel on a droit, on n'a pas du tout les mêmes capacités d'en tirer le meilleur profit. Donc il faut imaginer aussi que même dans les sociétés paysannes, les paysans ne sont pas tous pareils. Donc je pense que c'est un point qui manque qui me semble-t-il est peu abordé, pas suffisamment abordé, le fonctionnement social d'une société agraire avec toutes ses difficultés, tous ces oppositions à l'intérieur et puis évidemment des stratégies de chacun. Au niveau de ces organisations paysannes, effectivement, la question des territoires et de gestion du foncier se pose, mais aussi de plus en plus la question de qu'est-ce qu'on fait de la production. Donc comment on maîtrise effectivement la question des filières, où est-ce qu'on vend, de quelle manière et comment on valorise, puisqu'on a dit effectivement que de plus en plus la population s'accroît, qu'elle est de plus en plus en ville. Donc il faudra bien que la production et l'accroissement, heureusement, de la productivité qui est permise par ces pratiques nouvelles fassent l'objet d'une commercialisation qui puisse rémunérer les paysans correctement. Et par ailleurs, il faudra se poser la question de la représentation politique aussi de ces paysans. Pas simplement, j'allais dire, pas simplement des organisations à l'échelle nationale ou à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle locale. Comment est-ce qu'on construit effectivement une représentation politique qui permet de nourrir justement l'échelle nationale de ces organisations paysannes? Là aussi, reprenons un peu la situation française comme exemple, évidemment toutes choses égales par ailleurs. Regardez les difficultés que l'on a à organiser une paysannerie en France avec des fortes oppositions suivant les approches syndicales, les approches politiques des choses et puis les approches économiques. Par ailleurs, je pense que là aussi, pour faire de l'agroécologie, bien sûr, on peut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les savoirs paysans, ils existent. Ils n'existent pas toujours parce qu'ils ont été aussi complètement déformés par justement tout le rouleau compresseur de la Révolution verte et quelquefois aussi par les formes de colonisation et les formes de pratiques liées au coton ou à les cultures d'exportation dans lesquelles les paysans n'étaient plus des paysans mais étaient des salariés agricoles. Donc là, on a une perte effectivement de savoir-faire, de connaissances, qui est en train de se reconstituer, mais se reconstituer doucement. Et ça suppose en particulier, effectivement, ça a été rappelé par René, une éducation de base importante. Moi, je suis très surpris, effectivement, de voir, et ça c'est peut-être la différence avec l'Amérique latine notamment, le niveau d'analphabétisme dans les sociétés rurales agraires d'Afrique. J'étais il n'y a encore pas très longtemps effectivement en Casamance et j'étais surpris par un taux d'alphabétisation qui ne dépassait pas 40%. Or, mon expérience bretonne, puisque je suis breton, me montre que finalement, mes parents ou mes grands-parents, l'important c'était d'aller à l'école primaire, c'est de savoir écrire et compter. Et là, à ce moment-là, on peut s'exprimer, on peut être capable de produire quelque chose, on sait lire une étiquette, on sait s'exprimer avec d'autres, on sait se battre aussi. Mais ça suppose un investissement important dans l'éducation de base, alors qui peut être fait effectivement au niveau local et bien sûr automatiquement, bien sûr, au niveau national, par un investissement peut-être accompagné par des bailleurs de fonds, avec un contrôle social de tout cela, un contrôle au niveau des paysans. Sur cette question, justement, au-delà de cet aspect, je pense aussi à des aspects des routes et des pistes, des moyens de transport, ça a été un peu évoqué, mais surtout, justement, pour faire référence à l'ouvrage précédent, là, que je viens de présenter,
la question du système institutionnel. Je pense notamment à la question des collectivités territoriales et de leur autonomie. La question des collectivités territoriales ne peuvent fonctionner correctement qu'à partir du moment où elles ont un minimum d'autonomie par rapport à leur choix. Et donc ça suppose notamment un prélèvement de l'impôt. Or, et de l'impôt qui aille aux collectivités locales et qui ne parte pas, ou tout au moins pas complètement, à l'extérieur de ces collectivités locales. Pas forcément d'ailleurs un impôt en argent. Là aussi, je vais encore faire référence à ma Bretagne. Mes générations qui m'ont précédé, ils avaient dans le monde rural des contributions, on appelait ça. Les contributions, c'était des contributions en travail pour maintenir les pistes ou les routes qui étaient tout près de chez eux. Donc ça leur servait tout de suite, on crée effectivement un bien collectif et un bien commun. Et ça, je n'ai pas vu ça fonctionner dans le cadre de l'Afrique sahélienne que j'ai pu voir. Et il reste effectivement un problème d'accompagnement, mais ça a été évoqué tout à l'heure très bien par Aurélie, sur les initiatives locales, mais aussi les initiatives locales non agricoles, parce que ce n'est pas simplement une société rurale, ça ne fonctionne pas qu'avec des paysans, ça fonctionne aussi avec des artisans, ça fonctionne avec un système autour des paysans et d'approvisionnement de secteurs privés. Et je terminerai là sur comment accompagner un changement d'échelle, puisque c'était la question qui était posée. Quel rôle pour les ONG, puisque c'est ce qui me concerne en tant que membre du CA d'AVSF, et puis quel appui des bailleurs. Les ONG, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont bien ancrés dans le terrain pour l'instant, ou tout au moins, je me fais référence à celles que je connais. Et donc, avec un certain nombre d'expérimentations, et une expérimentation avec les populations, avec les organisations paysannes. Et je pense que c'est un des points importants auxquels les ONG sont confrontées et tout au moins réussissent relativement bien. Relativement bien à une condition, effectivement, qu'elles puissent être appuyées dans le temps. Et là, pour changer d'échelle, effectivement, ça suppose de passer des alliances avec les collectivités territoriales, avec les acteurs locaux, au-delà des sociétés paysannes, au-delà des structures paysannes. Et la question, effectivement, c'est comment maintenir tout cela. C'est-à-dire qu'une ONG comme AVSF passe, effectivement, comme toutes les ONG ici présentes, fonctionne par des projets, on passe d'un projet à un autre, on essaye, dans la mesure du possible, de rester dans les mêmes terrains, et ce n'est pas toujours évident. Et là, effectivement, ça pose la question de comment le faire au niveau des bailleurs de fonds, comment ces bailleurs de fonds doivent modifier leurs instruments de financement permettant d'avoir effectivement des projets sur un terme beaucoup plus important que des projets de 3 ans ou de 2 fois 3 ans, au-delà, etc. Bon, je terminerai là, c'est pas... Merci beaucoup.